Expédition Chronos, l'expédition de tous les dangers. Tout débuta un mois de septembre 2006, lors de mon retour du Tour du Monde de 2003-2006, qui me permit d'écrire en 3 ans le monumental ouvrage Civilisation antédiluvienne, paru chez ABM Éditions en 2007, réédité en 2012 chez PGE et en 2018 chez Sylvius Éditions, mais en 10 volumes cette fois. Je correspondais depuis un certain temps avec un organisme privé de recherche archéologique, dont je ne peux révéler la nationalité, et avec laquelle je partageais certaines valeurs communes. Cela faisait 1 an déjà que la correspondance était à son maximum. Nous nous fréquentions dans un esprit convivial et d'entraide et, depuis plusieurs mois, les données s'échangeaient librement entre les 2 parties. Je travaillais également depuis de nombreux mois sur un dossier délicat, la question de la migration du peuple de Chemsouror, les serviteurs d'Horus, peuple cité dans le livre des morts égyptien comme étant le peuple fondateur de leur civilisation. Outre l'extraction des informations relatives à ce peuple et son voyage vers la terre de ce qui ne s'appelait pas encore l'Égypte, il fallait s'assurer de la crédibilité ou non de cette légende, compte tenu de l'importance de cette nation dans la fusion avec le peuple de Nagada, proto-civilisation, qui fit un bond civilisationnel phénoménal lors de cette rencontre. Une équipe que je constituais devait être envoyée en éclaireur sur les 2 pistes probables de migration de ce peuple, toutes les 2 débutant au Maroc, sur le littoral ouest du pays, où avaient été retrouvés les vestiges d'un port antédiluvien désormais englouti par le relèvement des eaux de l'océan. Il nous fallait partir du point d'origine de la migration de ce peuple des plus mystérieux. Nous avons donc décidé de prendre en premier la piste la plus au sud, celle qui part du port antédiluvien situé sur la côte ouest du Maroc, descend en Mauritanie, traverse le Mali puis le Niger, poursuit au Tchad et au Soudan, pour finir en Haute-Égypte, au sortir du désert, jusqu'au Caire. De la capitale, nous comptions ensuite prendre la route vers l'ouest, à rebours de celle entreprise par la 2e moitié de ce peuple, en longeant autant que faire se peut la côte. Cela pour rejoindre notre point de départ au Maroc. Si la seconde piste, longeant le littoral méditerranéen de l'Afrique, la plus favorable à l'époque pour cette migration, n'a rien donné de significatif, celle du sud en contrepartie nous fit tomber par le plus grand des hasards, et en s'égarant, sur les vestiges à peine visibles d'un campement ancestral. Situé au pied d'une grotte partiellement dissimulée dans un désert de roches. Le lieu était visiblement abandonné depuis un temps immémorial et personne ne semblait être passé par cet endroit depuis des millénaires. À l'occasion de cette halte bienvenue, puisque nous étions aussi épuisés par une longue journée de route, une partie de l'équipe, attirée par de mystérieuses bosses émergeant du sable et de la poussière, fit une découverte des plus incroyables. Ces petites bosses affleurant le sable étaient en fait un ensemble de bric-à-brac antiques datant d'une période visiblement très éloignée. Cependant, ce qui sautait immédiatement aux yeux était la parfaite conservation de nombreux artefacts découverts en les dégageant de leur gangue de terre. Sans doute l'extrême sécheresse qui régnait ici les avait préservés. Jugeant que nous étions sur une découverte importante et qu'il n'était pas défendu, ici, perdu en plein désert et loin de tout, de s'intéresser à ce que nous avions trouvé, je décidai de procéder à une fouille sommaire des lieux. Quelle ne fut pas ma surprise lors de cette investigation, lorsque mes compagnons exhumèrent une série d'objets des plus étranges. Des éléments de cotte de mailles tissés de manière très particulière et avec du fil en métal qui avait résisté à la corrosion. Des poteries dont la peinture était intacte. De la vaisselle faite dans une sorte de porcelaine. Des éléments faisant penser à des harnachements de chevaux
mais d'une haute technicité, impensable pour l'époque. Le tout rappelant curieusement les trouvailles que nous avions faites aux alentours de Tartessos, en Espagne, au cours de l'année 1998. Toutefois, le plus extraordinaire fut la découverte de 8 dagues magnifiquement ouvragées et d'objets ressemblant à des instruments de navigation qui semblaient rappeler l'incroyable machine d'Anticythère, en Grèce, une sorte de sextant, et avec lui, ce qui aurait pu être autrefois un compas, une boussole. Les dagues, à elles seules, méritent le détour. Faites dans un métal qui se révéla par la suite totalement inconnu du tableau périodique des éléments, elles étaient ultra légères. Chacune possédait une lame à double tranchant aussi affûtée qu'un rasoir. Sur le centre de chaque face de chaque lame, et pour chaque dague, était disposée une sorte de bande arrondie qui partait de la garde et allait jusqu'aux 2/3 de la lame. Elles étaient ouvragées et percées de micro-points, visiblement creux. Lorsqu'on faisait tourner la dague, le vent entrait dans ces micro-points et faisait en quelque sorte chanter la dague dans une sorte de bourdonnement, chacune ayant un son différent. Ce qui me surprit fortement, c'est que sur le pommeau de chaque dague figurait un symbole, et que ces symboles, je les connaissais bien, pour les avoir recherchés durant plus de 20 ans. C'étaient, à n'en pas douter, ceux des super civilisations que je recherchais depuis le début de ma carrière d'explorateur. Je distinguais nettement sur l'une le blason de l'Agartha, sur l'autre celui d'Hyperborée, et sur une autre encore celui d'Atlantis. Que faisaient ces dagues ici au milieu de nulle part? Pourquoi avaient-elles été abandonnées? Le mystère était complet. Pourtant, l'acquisition en 2005 des carnets d'exploration d'un explorateur inconnu de l'histoire, le major Andrew Wesley, allait m'apporter, une fois leur traduction achevée en 2008, une réponse sur l'origine de ces dagues, et cela dépassa mon entendement. Mais ce qui dépassait tout cela, c'était leur capacité extraordinaire, une fois lancée, de pénétrer la roche la plus dure, et de manière aussi aisée que si c'était du beurre. Elle vous coupait un caillou comme vous un bout de fromage. Je me souvins alors d'Excalibur, qui brisait toute épée qui lui était opposée et qui fut, selon la légende, planté de longues années dans un rocher jusqu'à l'arrivée du roi Arthur. Je me souvins également de Durandal, l'épée de Roland de Roncevaux, brisant le rocher jeté sur lui par ses assaillants, aussi facilement que ce que nous venions de voir de nos propres yeux. De retour, les chercheurs, très officiels, mais qui nieront en bloc les avoir analysés compte tenu des découvertes hallucinantes faites sur ces objets, ont découvert qu'en plus certains d'entre eux semblaient très faiblement radioactifs. Ils découvrirent également que la composition atomique des dagues était absolument unique. La densité du métal, bien qu'inconnu, est 10 fois supérieure au métal connu le plus dense, ce qui expliquerait pourquoi elle entre dans un rocher comme dans du beurre. Mais un paradoxe inexplicable fait que ces poignards ne pèsent pas plus de 250 grammes pour 32 cm de long environ. Ils devraient, si l'on s'en tient à la densité, peser chacun 250 kilos. Nous étions convaincus d'avoir retrouvé un des campements empruntés par le peuple de Shamsuror et découvert ainsi une infinie parcelle de leur savoir gigantesque. Toutefois, notre retour ne fut pas simple car, ce que nous ignorions, et cela dès le départ à Rabat, c'est que nous étions suivis par une secte de fanatiques que les médias appellent les créationnistes. À l'instar des talibans, mais dans la religion chrétienne, ils considèrent la Bible comme non interprétable et l'histoire déroulée par la science est à leurs yeux un tissu de mensonges. En fait, pour eux, la Terre n'a pas plus de 10 000 ans. Influençables, fanatisés, ils sont facilement mobilisés par nos chers amis du NWO, le Nouvel Ordre Mondial.
avec qui j'ai déjà eu, à cette époque, maille à partir. Et il y eut des dégâts de part et d'autre. C'est grâce à la pertinence du regard de l'un de mes compagnons, ancien militaire d'élite, habitué aux opérations spéciales, que nous avons constaté que nous étions effectivement l'objet d'une filature et que nos adversaires attendaient leur heure pour fondre sur nous. Ces derniers luttent, au nom du NWO, de toutes leurs forces pour que la véritable histoire n'apparaisse jamais aux yeux de l'humanité. Cela pourrait lui donner des velléités de liberté et d'indépendance. Inadmissible pour un establishment ayant mis l'humain sous domination depuis plus de 9600 ans. Il est donc décidé de poursuivre notre voyage, mais en accélérant le pas. En toute discrétion, bien sûr, afin d'empêcher que ces artefacts ne soient pris par ces intégristes et ne disparaissent ou ne soient détruits. Le temps pressait. L'expédition fut alors baptisée, à l'unanimité, Chronos, en hommage au dieu grec du temps. Autant se le mettre de son côté. Pour faire bref, durant ce voyage aller, nous avons essuyé de multiples coups de feu au Mali, une tentative de nous supprimer au Niger, et même une attaque en hélicoptère, oui, qui a bien failli nous coûter la vie, mais que nous avons réussi à contrer grâce au talent de mon adjoint de l'époque, le fameux militaire d'élite. Nous avons alors interrompu notre expédition telle qu'elle était prévue à l'origine et avons bifurqué en urgence vers le sud de l'Algérie, où nous avons passé la frontière de manière un peu cavalière. Nous avons ensuite été exfiltrés, grâce à de bonnes relations avec des hommes de l'armée russe, vers l'Égypte en plein désert et par avion cargo, et avons rejoint ainsi le Caire sans encombre. Vive le téléphone satellite! Finalement, après quelques jours de repos, nous avons fini le voyage prévu en prenant l'itinéraire retour, partant du Caire et jusqu'au Maroc, à l'ouest, avant de rentrer en Occident avec nos artefacts intacts, mais nos véhicules plus que suspects au vu des multiples impacts. Toutefois, arrivés à Marseille, la PAF nous laissa tranquilles, car elle dut croire que nous étions en fait, vu que nous arborions des tenues camouflage, une section du service action de la DGSE en retour de mission. Quel bol! Vous n'en croyez pas vos oreilles? Je peux comprendre cela. Il y a ce que vous vous figurez de notre vie, ce que les films vous font croire, et puis il y a ce qui nous arrive vraiment. Ce genre de situation n'arrive jamais aux gens ordinaires, ceci est dit sans condescendance. Je sais que cette histoire peut vous paraître complètement incroyable, et en fait elle l'est quelque part. Mais pourtant elle a bien existé, et je ne vous dis pas tout. Je reste dans le vague, croyez-moi. Il vaut mieux parfois.